Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou rebonsoir pour celles et ceux que j'ai déjà vus tout à l'heure pour la conférence d'envol de la promo Elpis. Un très grand merci à Maxime, à Mathieu et à Romain de Nolita Productions qui avaient déjà permis que nous organisions la projection débat autour du film Comment c'est loin avec Gringe et qui nous permettent ce soir, qui vous ont permis de voir ce joli festival. Ce joli village qui résiste. Et merci évidemment à Tom Graffin, d'être là avec nous. Tom est sartois. Il a étudié, je crois, à Rennes. Il a plein de talents. J'ai presque envie de dire avec espièglerie, bien qu'il ait fait une école de commerce, il est devenu romancier, compositeur, réalisateur. Réalisateur à la fois de courts-métrages, réalisateur de ce documentaire que vous venez de voir. Il a réalisé un court-métrage Jukebox Motel qui a connu des suites et des prolongements et j'espère que Tom nous racontera ça au passage puisque ce court-métrage est devenu un roman publié chez Jean-Claude Lattès en 2016, puis il est devenu une BD publiée chez Bambou Éditions. Et donc des transformations assez inattendues et formidables. Tom, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais lancer la toute première question avant que les lauréates et les lauréats. Et merci au passage à toutes et tous d'ouvrir vos caméras, qu'on puisse voir vos trombines. Je vous rappelle, hein, vous êtes super belles, vous êtes super beaux, donc ne nous privez pas de toute cette beauté, c'est super important. Donc, toute première question, dans ton parcours, est-ce que tu avais dès le départ imaginé d'être compositeur, réalisateur, romancier, ou bien est-ce que c'est venu au fur et à mesure et est-ce que c'est un plan de carrière, une série de choix anticipés, programmés? Je le dis au passage parce que évidemment, les lauréates et les lauréats sont des jeunes de 16 à 30 ans, en moyenne 23, de bac moins à bac plus, de partout en France, de toutes origines sociales, géographiques, de tout type de projet. Et il se pose évidemment ce genre de questions. Et ce genre de questions, moi, je continue à me les poser à plus de 50 ballets. Comment on fait ses choix? Comment on construit son parcours, sa vie? Donc, comment tu fais, toi, Tom? Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci de me recevoir, c'est vraiment un plaisir. Alors, tout est planifié, bien entendu. Tout fait partie d'un plan machiavélique. Non, mais est-ce que j'avais planifié de faire de la musique, de faire du cinéma, d'écrire? La chose que je voulais faire au tout départ, c'était écrire. Et la musique est arrivée assez tôt aussi et je me souviens vers 2009-2008 j'étais devant mon ordinateur et puis j'essayais de me dire, en fait j'arrivais pas à me décider, j'étais un éternel indécis et j'arrivais pas à me décider entre la musique, l'écriture, l'image et puis avoir une vie aussi tout à fait normale, c'est-à-dire aller passer un entretien de commerçant, chose que j'ai faite chez Sagem en 2005 et qui s'est très mal passée. Mais
en fait, je me disais, bon, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et puis, j'ai fait un petit schéma, un petit triangle. Et je me suis dit, je vais faire, je ne sais pas dans quel ordre, mais je vais faire un album, je vais écrire un roman, et puis je vais réaliser un film. Et puis voilà, ça c'était il y a très très longtemps. Finalement, j'ai commencé par la musique. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, mon approche elle est simple. Elle est dire non le moins souvent possible, dire oui le plus souvent possible. Je vous conseille de voir cette comédie un peu ridicule qui s'appelle Yes Man avec Jim Carrey, mais qui est drôle et qui montre à quel point dire oui ouvre des possibilités et donne des opportunités qu'on n'avait pas imaginées au départ. Donc c'est un peu mon approche, même s'il faut parfois savoir dire non à des choses qui ne te ressembleraient pas ou que tu n'assumerais pas. Donc voilà, ça c'est dur parfois quand on est dans cette approche positive, tout d'un coup de dire non. Une fois, voilà, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois de dire non, ça je le sens pas. Mais la plupart du temps, j'ai toujours dit oui. Quand on m'a proposé de faire ce film, j'ai dit oui. Et quand on me propose généralement quelque chose, je dis oui. Je ne devrais pas dire ça en fait. Et alors, c'est quoi l'origine de ce film-là, de ce projet-là, de cette aventure-là, Tom? C'est très simple, c'est Maxime Delaunay qui est un ami, qui est un compagnon de route, qui est quelqu'un qui a été mon agent lorsqu'il était agent d'artiste chez VMA, et qu'à une époque où j'écrivais des chansons pour les autres. Il m'a toujours suivi, on est devenus amis, mais amis de travail. C'est vraiment un compagnon de travail qui me suit dans tout ce que je fais et qui me fait confiance, qui me propose des choses. Et un jour, il m'a appelé en me disant, voilà, dans 2 ans, c'était en 2018, début 2018, il m'a dit, dans 2 ans, Papillon de Nuit fait ses 20 ans, et ça serait peut-être bien de faire un film sur eux. Je connaissais Pomme, Pierre-Olivier Madeleine, qu'on voit, l'homme à la casquette, dans le documentaire, puisqu'il avait fait aussi le SCRN. Maxime, je l'ai connu à l'ESCRN. Donc voilà, il n'y a pas de hasard dans tout ça. Enfin, il n'y a pas de hasard, sauf le hasard de la rencontre, mais en tout cas, pour ce documentaire, il m'a appelé et il m'a dit qu'il faudrait quelqu'un au départ pour l'écrire. Donc, il a su me prendre du bon côté parce que honnêtement, il m'aurait dit tu veux le réaliser, j'aurais dit non. Et d'ailleurs, j'ai dit non au départ. J'ai dit je veux bien l'écrire, le documentaire, mais je ne veux pas le réaliser. Donc, je veux bien faire ce travail d'écriture, de rencontre des bénévoles, etc. Mais le réaliser, je ne sais pas, c'est peut-être un peu gros, voilà. Et puis en fait, voilà, j'ai commencé en 2018 à aller à la rencontre des bénévoles, à faire des interviews, à faire ce que j'avais fait en fait dans un passé un peu plus lointain où j'étais biographe familial et où j'interviewais des gens en fait pour raconter leur vie. Là, j'ai fait un peu pareil pour préparer l'écriture. Et puis une fois que c'était écrit, Maxime a fait semblant de chercher un réalisateur quelque part en disant quand même, par qui on va le faire? Qui va le réaliser ce documentaire? C'est quand même dommage et tout. Puis à un moment donné, j'ai fait bon vas-y, de toute façon, c'est ridicule maintenant avec tout le boulot que j'ai fait de ne pas le réaliser en fait. Et à un moment donné, c'est même moi qui l'ai appelé pour lui dire non, mais en fait, je veux le réaliser parce que j'ai trop bossé pour ne pas le réaliser. Voilà, voilà comment ça s'est passé. Et donc, tu mentionnes les biographies familiales. Je crois que ton premier court-métrage, c'est un court-métrage qui est consacré à ta grand-mère. Tout à fait. Un très long court-métrage de 4 minutes 12, mais que j'ai fait en 2018 avec ma grand-mère, qui est décédée depuis, mais où je l'accompagne, je l'interviewe un petit peu, puis je l'accompagne. On a fait ça le 21 avril 2012. C'est facile, ou 22, parce que c'était le jour du premier tour de l'élection présidentielle et je l'emmène voter en fait. Et voilà, ça s'appelle 1915. Et je pourrais vous envoyer le lien. Je suis toujours très content de le partager. Eh ben, avec grand plaisir. Marie, je parle à Marie Boadjenac qui est dans la salle. C'est facile de faire un très court-métrage? Marie? Alors, je ne peux pas mettre la vidéo, mais non, ce n'est pas facile. Pour avoir expérimenté de produire un court-métrage, ça demande beaucoup de bonne volonté de la part de tout le monde, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et ça demande énormément de temps. Là, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement d'auteurs et je me retrouve avec beaucoup de personnes qui me disent que leur premier projet, c'est un 40 minutes, c'est un 45 minutes. Et je leur dis, mais
commencer par 3 minutes, c'est bien. Vous voyez comment ça se passe et ensuite aller plus loin. Mais c'est vrai que, en fait, enfin, tant qu'on n'est pas dedans, on se rend pas compte de l'ampleur que c'est de tourner rien qu'1 minute de film, quoi. Hmm. Et petite pensée au passage pour Camille Duvaux, une ancienne lauréate comme Marie, qui vient de terminer le tournage d'un nouveau court-métrage, j'en ai déjà réalisé d'autres, qui s'appelle Une au pluriel, un court-métrage de fiction ultra féministe, ultra engagé, assez trash, dont une grande partie se passe dans les boucheries de Rungis. Et donc j'espère que farfouillez un peu sur Internet après la soirée et vous trouverez plein d'informations sur ce court-métrage et j'espère qu'on pourra le découvrir très bientôt. Et alors, Tom, comment est-ce que tu es passé de 1915 à la suite et en particulier de 1915 à ce projet Jukebox, court-métrage qui devient ensuite un roman? Bah, les projets se chevauchent, hein. En fait, on passe pas vraiment d'un projet à un autre. On lance plutôt plusieurs choses. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je lance plutôt plusieurs choses, des choses qui mûrissent, des choses qui tout d'un coup se accélèrent, des choses qui prennent du temps, des choses qui stagnent, des choses qui reprennent. Et puis voilà, après, c'est le hasard un peu des dates. Moi, j'ai réalisé mon premier court-métrage en 2012, mais ça s'est fait très, très rapidement. Et quand je l'entends dans la bouche d'autres interviewés, parfois je rigole, mais ce n'était pas du tout calculé. En fait, c'était pour essayer mon nouveau Canon. Et je trouvais la lumière très belle. Et puis, je suis juste allé le chercher dans la voiture. Je l'avais laissé dans la voiture, il pleuvait. Je suis remonté, j'ai filmé ma grand-mère 50 minutes et j'en ai monté 4 minutes. Et donc, les choses ont été simples et donc non calculées. Donc déjà, et ça c'est en 2012. Au même moment, je commence l'écriture de Jukebox Motel, mais je ne calcule pas du tout que je vais faire un documentaire. Je suis attiré par l'image, mais moi, mon problème, c'est souvent la recherche du sujet, en fait. C'est-à-dire que je veux faire des choses, mais je mets énormément de temps à trouver le sujet. Parfois, je n'ai pas le sujet. Donc, parfois, on me souffle le sujet. Ça a été le cas de Jukebox Motel, où j'ai rencontré en 2011 une réalisatrice avec qui ensuite on a travaillé pour coécrire ce court-métrage Jukebox Motel. Mais Jukebox Motel, même le titre n'est pas de moi. Il est de cette scénariste qui s'appelle Justine Boursier et que je rencontre à l'époque et qui a ce projet à la fois musical, très ambitieux, qui rentre dans aucune case. C'est cinématographique, c'est musical, donc moi ça m'attire. J'en fais la musique, je commence à écrire le scénario avec elle. Finalement, c'est pas nous qui l'avons réalisé, c'est quelqu'un qui s'appelle Julien Paolini. On va le tourner au Québec pour des raisons, encore une fois, dues au hasard. C'est-à-dire que ce Julien Paolini-là, il a gagné le prix de Trouville l'année passée, et le prix de Trouville, c'est gagner le droit de réaliser Trouville, qui est un festival de court-métrage, off-court, le festival off-court de Trouville, et en fait, qui fonctionne avec le Québec. Et nous, notre histoire, au départ, Jukebox Motel, elle se passe en Normandie. Et donc, on réécrit le truc pour que ça se passe au Québec. Et pour que Julien Paolini, le réalisateur qui a gagné le prix de la critique l'année passée, et dont le prix, c'est donc réaliser un court-métrage au Québec avec une équipe québécoise, puisse réaliser notre court-métrage. Parce qu'il l'aime, il a aimé le scénario. Donc, on part avec lui au Québec, parce que voilà, il nous veut quand même un peu dans l'équipe de direction artistique. Et puis voilà, le court-métrage se fait. Donc c'est complètement dingue, en fait, quand on se retourne à chaque fois sur les hasards qui font que on revient du Québec, voilà, il y a un plan hyper important du court-métrage qui est perdu. On s'en aperçoit au montage, on est dégoûté. On sauve le film quand même, hein. Et puis, avec Justine, la scénariste, on se dit c'est con, Jukebox Motel méritait mieux que ça. Et du coup, tu pourrais écrire un roman, et puis après, on adapterait le roman au cinéma. Ah ouais, c'est super, on va faire ça, tiens, super bonne idée. Donc, je me mets à écrire le roman. Et puis, en 2012, puis en 2014, je le fais lire. Puis en 2016, il est publié. Puis en 2018, adapté en BD. Puis en 2021, sorti en BD. Enfin, tout est un peu... Mais encore une fois, la constante de tout ça, c'est qu'on dit oui à chaque fois. C'est qu'on dit oui.
J'aurais pu dire, bah non, on va pas faire un roman après un court-métrage, pas se faire chier non plus. Et en même temps, mon rêve, c'était d'écrire un roman. Et je cherchais depuis des années le sujet. Et donc voilà, j'ai décidé d'écrire le roman qui raconte les mémoires du fondateur du Jukebox Motel. Voilà, c'est tout. C'est bizarre. Stanislas a une question. Bonjour Marc, bonjour Tom et bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour ce documentaire que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais deux petites questions. Déjà, premièrement, comment est-ce que d'un point de vue local, quels sont les impacts tout au long de l'année qu'a le festival sur la vie locale? Et deuxièmement, comment est-ce que c'est pris d'un point de vue plus large que celui du village? Comment est pris le festival par les gens du coin? Alors, je vais commencer par la dernière. Comment est pris le festival par les gens du coin? Il est soutenu par 99,99999% de la population locale. Voilà, il y a des gens pour qui la musique n'est pas, surtout la musique très forte, etc., n'est pas la tasse de thé. Bon, bah, ceux-là, ils se disent, bon, bah, pendant 3 jours, j'hiberne comme une marmotte, mais je soutiens le festival. Voilà. C'est à peu près la seule résistance qu'on peut avoir. Il y a un esprit de clocher à Saint-Laurent-de-Cuve qu'il n'y a pas d'ailleurs dans les villages, dans tous les villages et dans les villages environnants qui ont cru pouvoir parfois s'inspirer de l'aventure Papillon de Nuit, ont tenté quelque chose et ça a toujours fini par foirer. Donc il y a quand même quelque chose dans certains villages, un esprit de clocher, un esprit de camaraderie, un terreau associatif qui était très présent. Il l'explique au début du documentaire, hein, c'est cette fusion de 4 associations qui permet le succès du festival. Ça répond à ta dernière question? Oui. Oui, heureusement. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Mais, et la première, c'est quel est l'impact sur la vie locale tout au long de l'année? Oui. Alors, c'est calme, si tu veux. Toute l'année, tu ne vois pas le truc se faire. Vraiment, l'association, c'est 29 membres dans le bureau qui se voient. Il y a beaucoup de réunions, etc. Mais c'est assez silencieux. Hein, tu vois, quelque part, ce n'est pas très sexy. Jusqu'à un mois et demi avant, voilà, c'est des réunions, c'est des doutes, c'est après des réunions qui se passent toujours très bien et où on mange une pizza et on se marre bien et où il y a vraiment une très bonne ambiance. Mais en fait, c'est une vie, j'ai envie de dire, d'une association. C'est une vie tout à fait normale d'association, sans rien. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est quand tu vois le résultat après pendant les 3 jours. C'est là que tu hallucines complètement, en fait. Bon, quand tu vois le montage étalé sur un mois et tout, tu te doutes que ça va être gros. Mais finalement, 11 mois de l'année, c'est très en sous-marin, quoi. Très en sous-marin. Mais tout le monde s'en réjouit et tout le monde attend, quoi. Et est-ce que ça a créé une solidarité particulière dans le village? Écoute, une solidarité particulière, évidemment, entre les gens qui participent. Tu vois, l'atelier des papis, des mamies qui se voient à l'entrepôt pour démanteler des palettes, les poncer et bâtir de la décoration avec les mamies qui font à manger, etc. Donc, c'est très traditionnel. Hein. C'est très, tu vois, c'est des schémas très tradis. Et quelque part, c'est les schémas de la France éternelle, un petit peu. Et que moi, j'ai adoré filmer, d'ailleurs. Après, tu vois, chacun mène sa vie aussi. Tu vois, il n'y a pas que Roc-en-Baie. L'association, c'est Roc-en-Baie qui organise Papillon de Nuit. Il n'y a pas que Roc-en-Baie. Tu vois, tu as plein de petites associations qui mènent leur vie, qui surfent, enfin, qui connaissent aussi le bar, le seul bar de Saint-Laurent-de-Cuve, qui tiennent leurs réunions là-bas. Il n'y a pas non plus que ce Papillon de Nuit. Il y a diverses solidarités un peu partout. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Je t'en prie, merci. J'enchaîne un peu sur la question de Stanislas avant de passer à d'autres questions, mais on voit quand même, et je reviens sur ce que tu dis de tradi, tu filmes
à la fois des groupes très hétérogènes en termes d'âge, et on voit cette dimension intergénérationnelle super forte avec des gamins et des très aînés. Et en même temps, l'impression, c'est que les genres sont super séparés et que souvent, on n'a que des hommes, que des femmes, et effectivement, dans des rôles très genrés, très tradis. Tu les as interrogés en coulisses de ton tournage là-dessus, ou tu as juste pris ça et pris ça comme tu as montré le reste? Écoute, je vois mal Janine déplacer un bloc de béton, mais vous savez, c'est la phrase dans OSS 117, l'égalité homme-femme, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Bah là, c'est un peu pareil, mais c'est que voilà, finalement, ces gens-là, non, je ne les ai pas interrogés là-dessus parce que je trouve que ça aurait été trop décalé et intrusif, et pas intrusif, mais décalé par rapport à leur fonctionnement. Vous savez, ce sont des agriculteurs, pour la plupart, qui ont une petite ferme. Guy Martin, voilà, il aide Patrice Hamelin, le président du festival. Il est ouvrier dans la ferme de Patrice Hamelin. Donc, encore une fois, oui, non, je suis pas allé sur ce terrain-là, mais attention, hein, les femmes sont vraiment très très bien représentées et très importantes. Et par exemple, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas dans les interviews parce que je n'ai pas monté son interview, je n'ai pas gardé son interview. Hein. Vous savez, le montage, c'est cruel parce qu'à un moment donné, ça marche ou ça ne marche pas, quoi. Et notamment Isabelle, qui est responsable des bénévoles, c'est elle qui a trouvé le nom Papillon de nuit. Elle est responsable de 1400 bénévoles. Elle fait un boulot de dingue. C'est un peu le bras droit de Pierre-Olivier Madeleine. Bon, elle n'est pas dans le documentaire, mais en fait, je vous assure que les femmes sont là. Elles sont peut-être pas à 50-50, mais elles sont là. Alors, ce n'est pas une question, mais Clémence a un commentaire à faire. J'aimerais bien, Clémence, que tu le fasses en direct. Pas. Clémence le chat, non? Eh oui, on t'a reconnu. Quel est ce commentaire? Si tu n'as pas aimé, il faut le dire. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, Clémence, à l'évidence, a beaucoup apprécié. Merci beaucoup pour ce très beau documentaire et cette belle découverte. Ce documentaire nous révèle l'avant, le pendant et l'après du festival et suscite une réelle envie de faire vivre ce festival. Ah oui, d'accord. De tout âge, aussi attachants les uns que les autres, qui s'engagent dans une même cause commune, le bonheur et l'épanouissement collectif pendant 3 jours, et ce en extérieur. Et Clémence finit en disant vivement cet été. Ouais, vivement cet été, Clémence. Je crois qu'on est tous d'accord et qu'on a tous envie de retrouver ces moments où on est vraiment ensemble, en promiscuité, en proximité, où on peut chanter, crier, hurler et se faire porter dans une foule. Et ça nous merci. manque, mais ça va arriver bientôt. Voilà. Merci en tout cas pour cet avis, pour ces compliments. Moi, ça me touche toujours. Voilà. Quand on écrit, de toute manière, quand on crée quelque chose, on le fait vraiment pour que ce soit vu par le plus de personnes possible. Voilà. Et donc, pour que ce soit lu, pour que ce soit vu, pour que ce soit écouté. Donc, c'est toujours, moi, je suis toujours ravi de partager ça et de voir que ça touche des gens. Voilà. Benoît. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Déjà, bravo. C'était vraiment un super documentaire. Comme je l'écris et tout, alors c'était peut-être un peu brouillon dans mon message et tout, mais ouais, moi j'étais vraiment touché par la sincérité, vraiment l'authenticité en fait, quand les bénévoles prennent la parole. Je trouve ça beau en fait, comment avec un projet en fait qui part de rien, tout un groupe se forme et se soude en fait. Voilà, juste
pour la culture, pour l'art, pour la musique. Enfin, je trouve ça magnifique et d'autant plus dans la période actuelle où de voir ces images, ça fait bizarre. Et du coup, j'avais une question. Alors, une petite première question, c'était quelles ont été les difficultés rencontrées durant le tournage? Et ma deuxième question, c'est est-ce que ça peut être trop difficile d'interviewer les bénévoles qui n'ont pas forcément l'habitude d'être face à une caméra pour être aussi sincère? Enfin, moi, c'est ce qui m'a percuté, c'est que je trouvais une telle sincérité en fait quand ils prenaient la parole. Et du coup, je voulais savoir voilà leur retour par rapport à ça. D'accord. Alors, pareil, je vais commencer par la dernière question. La sincérité, si tu veux, je l'ai gagnée avec tout simplement dans la durée. Au départ, ils se demandaient un petit peu voilà, ce que je venais faire là, même s'ils sont très, très gentils, hein, même au début. Mais il y a quand même voilà, cette distance. On te répond, on est gentil, mais voilà, quoi. On n'est pas non plus amis. Et en fait, comme j'ai commencé en 2018, donc toute l'année 2018, que j'ai filmé l'édition 2018, en fait, on reconstitue une édition là dans le documentaire. Il y a deux éditions en fait. Il y a l'édition 2018 et l'édition 2019. Et entre ces deux éditions, j'étais là, j'ai filmé des réunions, je venais les voir à l'entrepôt, enfin tout ce que tu vois dans le documentaire, tout ce que vous voyez. Et donc, en fait, bah, ils m'ont oublié, quoi. Ils voyaient même plus la caméra. Quand elle m'explique sa purée de frites, elle a la caméra à 20 cm de la figure. Et elle me parle comme s'il n'y avait pas de caméra. Donc, et je l'ai filmé peut-être 30 minutes, non-stop, comme ça. Parce que j'avais beaucoup peur d'ailleurs, et ça fait écho à ta deuxième question, j'avais beaucoup peur de manquer. Et comme je voulais, et en fait, moi je partais du principe que plus je filmais, plus je pourrais faire un bon documentaire parce que la probabilité d'avoir de la chance augmenterait en filmant plus. Donc la possibilité d'avoir tout d'un coup des petites phrases, des trucs marrants et des choses intéressantes, et parfois qu'il se passe un truc voilà, en live, et ben, voilà, il fallait que je filme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, dès que j'arrivais, je filmais n'importe quoi, je filmais tout le temps, en fait. Dès que ça me semblait montable, voilà, je filmais. J'ai filmé des poules que j'ai finalement pas montées, mais voilà. Finalement, ça te donne un plan de vache, tu vois, où il y a une vache qui passe et puis qui danse un peu. Voilà. Là, j'ai filmé pendant 1 heure des vaches, quoi. Donc voilà, je filmais beaucoup pour justement limiter ces difficultés. Moi, je craignais beaucoup le montage et la sélection des scènes. Donc, je filmais. Après, est-ce qu'on a eu des difficultés Pas vraiment, hein, parce que même les difficultés qu'on a eues, cette tempête, honnêtement, sans cette tempête, le documentaire n'aurait pas été aussi bien, je pense. Enfin, je veux dire, il aurait été moins bon, en tout cas. Mais ça nous a aidés, en fait, à chaque fois, les difficultés, dès qu'il se passait quelque chose. Après, non, je ne vois pas de difficultés majeures rencontrées pendant le festival. J'aurais dû le faire en 3 mois ou en 4 mois. Là, j'aurais eu des difficultés. Là, j'aurais vraiment eu des difficultés parce que là, quelque part, j'ai eu le luxe de prendre mon temps, d'avoir 2 ans et voilà, de pouvoir filmer. Après, le montage, c'était un petit peu chaud, mais heureusement, j'avais bien classé les choses et avec la monteuse Justine Rossillon qui a fait un travail de fou, ça s'est bien passé. Mais moi, je craignais beaucoup le montage, en fait. Ouais, Sophie m'a promis de poser la question malgré sa grande timidité. Et Sophie, il faut ouvrir ton micro en bas à gauche. Je crois que je l'ai fait. Bonsoir. En fait, on se demandait comment le festival Papillon de Nuit avait vécu la crise sanitaire. Est-ce que l'événement a résisté et voilà, quelle est la suite pour eux? Merci. Eh bien,
Bonsoir. Alors, quelle est la suite pour eux? Bon, ils ont résisté, ils étaient assurés quand même. Donc, ils ont pu sauver les meubles. Et puis, donc voilà, ils ont limité la casse financièrement. Et puis après, ils se sont beaucoup demandé quelle version de festival proposer. Surtout cette année. L'année dernière, ça a été assez vite classé. Ils ont annulé, comme tout le monde. Mais cette année, ils avaient plusieurs plans, A, B, C, D, et ils ont opté pour l'effet papillon, donc un festival qui s'appelle l'effet papillon, mais qui est pas sur le site des papillons de nuit, qui est avec cette jauge de 5000 personnes, qui est assis, qui est couvert. J'ai un trou, je ne sais plus exactement où il se passe, mais c'est dans la Manche. Peut-être que quelqu'un sait ici. Et donc voilà, ils ont du beau monde. Hein. Ils ont Souchon, ils ont Christophe Mahé, qui est quand même un nom. Ça, c'est traité dans le documentaire, mais si vous voulez du succès, voilà, vous ne pouvez pas passer à côté de ces noms, en fait. Maître Gims, Mahé, etc. Les seules années où ils sont passés à côté de ces noms-là, ils se sont plantés. Et ils se sont plantés gravement. C'est à coup de centaines de milliers d'euros quand ils se plantent. Donc, en 2 ans, ils peuvent disparaître. Donc voilà, et cette année, ils sauvent les... Je ne sais pas quelle est trop l'économie du truc. Je suis en contact avec Pomme, mais je n'en ai pas parlé trop longuement avec lui. Je sais qu'il s'en tire. Mais bon, c'est quand même compliqué. Hein. Passer d'une jauge de 75 000 à une jauge de 5 000, c'est compliqué. Villedieu les poils nous glisse Clémence. Villedieu les poils. Voilà, j'hésitais avec Avranches. Voilà, mais c'est à Villedieu les poils. Très bien. Merci beaucoup. Et donc Clémence qui explique qu'en fait, elle est en résidence universitaire et qu'il y a des jeunes qui font la fête en bas de chez elle. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas intervenir en direct tout à l'heure. Et elle suggère, donc en soulignant, puisqu'elle a l'air très très informée, Clémence, que la parenthèse musicale cette année, c'est du 18 au 22 août, et que c'est peut-être une belle occasion pour des lauréates et des lauréats de se rencontrer. Donc visiblement, rendez-vous à toutes et tous à Villedieu-les-Poils, juste après la mi-août. Tu as souligné, Tom, tout à l'heure que c'est Isabelle, donc si j'ai bien compris, celle qui anime ces 1400 bénévoles, donc un truc complètement dingue, parce que alors, les lauréates et les lauréats de l'Institut de l'engagement ont tous fait un service civique, et souvent dans leur mission de service civique, ils ont été amenés à animer des équipes de bénévoles. Et tant qu'on n'a pas animé une équipe de bénévoles, on ne sait pas qu'animer une équipe de bénévoles, c'est à peu près le pire truc qui puisse se faire. Parce que les bénévoles, c'est des personnes qui, contrairement aux salariés, dont un salarié, c'est quelqu'un qui est corvéable et qui a une obligation de résultat et de moyens, un bénévole, on peut compter que sur sa bonne volonté. Et donc, Isabelle, comment fait-elle? Première chose. Et puis, tu as glissé que c'était elle qui avait inventé le nom, Papillon de nuit. Je ne sais pas si c'est elle qui a inventé aussi l'effet papillon. Enfin, je sais que l'effet papillon existe par ailleurs, mais je ne sais pas si c'est elle qui a trouvé également cet autre nom. Tu n'as pas réussi à lui faire une place dans ton film, c'est mal, mais peut-être que tu peux nous dire un peu plus son rôle, et puis à la fois son rôle d'animation de bénévole, et puis son rôle dans l'invention du nom du festival, et j'imagine qu'il a contribué aussi au succès de ce festival. Son rôle, alors, tu veux que je te dise, je te raconte comment elle a créé le nom, enfin, elle a trouvé le nom ou pas? C'est qu'il cherchait un nom, et à 1h du matin, au bout de 4 heures de réunion, ils en ont marre, puis il y a un dictionnaire sur la table, et ils ouvrent le dictionnaire au hasard, et Isabelle tombe sur la page des papillons. Donc elle dit papillons, les papillons. Puis il y en a un qui fait de nuit, parce qu'il est quand même 1h du mat,
Et donc, c'est comme ça que c'est né, les papillons de nuit. Voilà. Et, mais voilà, Isabelle, voilà, Isabelle, son boulot, elle fait les plannings, c'est 1400 bénévoles. Hein. Elle organise toute la journée bénévole où ils remettent, on le voit dans le documentaire quand même, ils remettent la marinière, le badge, le planning. Chaque bénévole paie sa cotisation. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu dis on est bénévole, donc on peut compter que sur la bonne volonté, etc. Le salarié, il est corvéable. Moi, je suis qu'à moitié d'accord avec ça. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire que le bénévole est corvéable. Moi, je ne pense pas que le salarié soit corvéable, mais dans les deux cas, en fait, tu ne fais rien si la personne, salariée ou pas, hein, si elle est de mauvaise volonté et si elle ne trouve pas sa place là. Et je pense que voilà, les bénévoles, déjà, ils commencent par payer une cotise. Alors, pour être couverts et tout, ils s'arrachent les places, hein, d'accord. Mais ils payent. Ils payent, donc ils sont plus que bénévoles. Ils ont quelques avantages, mais ils payent quand même. Ils donnent 10 euros. Et donc, comment dire, je suis pas aussi tranché. Personnellement, moi, je suis en train de créer une asso et de créer un festival et de créer une équipe de bénévoles. Et je suis donc dans toutes ces questions-là. Et je crois que ça se joue beaucoup en fait au départ dans le choix des membres du bureau, etc. Je pense qu'Isabelle joue aussi un rôle là-dedans. Voilà, il faut des gens, stables, constants, fiables, d'humeur égale presque, discret, mais voilà, intransigeant dans les choix et dans la, comment dire, dans les règles dans les règles il y a parfois eu des gens exclus. C'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est comme une entreprise en fait. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas de salaire, mais c'est comme une entreprise. Et les bénévoles de l'asso prennent vraiment leur boulot à cœur. Hein. Et sans doute bien plus à cœur que s'ils étaient payés. Je sais pas, il y a une alchimie du bénévolat qui est assez spéciale. On pourra en parler longuement, mais... J'adore ta réponse, Tom, et j'adore ta réponse parce que, évidemment, l'Institut de l'engagement est une association, il y a 25 salariés, mais au-delà, on mobilise énormément de bénévoles. Et on mobilise des bénévoles déjà pour choisir les lauréates et les lauréats. Et quand on choisit les lauréates et les lauréats 2 fois par an, on mobilise 2000 bénévoles. Alors, depuis un an, on fait tout en Zoom, en visio, mais d'habitude, les années précédentes, on fait tout en vrai et on organise des oraux dans 25 villes de France en mobilisant partout des bénévoles. Et évidemment, créer cette animation, embarquer des personnes, c'est un truc un peu magique avec quelque chose qui relève un peu de l'alchimie pour le faire tous ensemble aussi. C'est à la fois le faire avec beaucoup de monde, 1400 personnes, 2000 personnes, c'est des nombres colossaux, mais même avec moins de monde, embarquer les gens dans la même direction, c'est un truc réjouissant quand ça marche et magique à faire marcher. Je te donnerai la parole, Canel, c'est promis, et juste parce qu'on vient de parler du nom papillon, Clémence se demande si le bar s'appelait déjà le Papillon avant le festival ou s'il a été renommé avec le festival. Et sa question indiscrète, c'est évidemment de savoir si la tenancière du bar a fait fortune grâce au festival. Pareil, je vais commencer par répondre par la dernière. Non, elle n'a pas fait fortune, je ne pense pas. Véronique? Non. Si, Véronique?
J'ai un trou sur le... donc non, elle n'a pas fait fortune, mais en tout cas, sans le festival, je pense que elle fait vraiment trois beaux jours, voire 2 belles semaines. Et l'autre question, c'est est-ce que le bar a été renommé? Oui, je crois. Oui, il a été renommé à la... Il ne s'est pas toujours appelé le Papillon, le bar. Non, non, bien sûr, il a été renommé en 2001. En 2001, sûrement, un truc comme ça. À la naissance peut-être un peu après, à la naissance du festival. Et Cindy Sanders n'a pas été invitée au festival, je pense. La question de Canel a été outée. La chanson Papillon de lumière, c'est ça? Ouais, j'assumais pas du tout ma blague, hein, par contre. Elle aurait pu, ça aurait fait quelque chose de très joli. Mais non, ils sont prêts à beaucoup de choses, mais peut-être pas à celle-ci. Et donc, tu viens de nous dire, Tom, que donc après avoir vécu cette expérience, filmé tout ce que tu as filmé, interviewé tout ce que tu as interviewé, t'être impliqué pendant 2 ans dans ce projet, tu es en train de monter ton propre festival. Il faut quand même être sacrément culotté dans un contexte pareil pour avoir un projet pareil. Et donc, j'ai le nez fin. Monter un festival en temps de Covid, il faut avoir le nez creux. Non, bah oui, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est... Pardon, je t'ai même pas laissé poser ta question, excuse-moi. Ah non, ma question c'était... est-ce que c'est ces 2 ans et cette implication dans ce festival et le film que tu en as fait qui t'ont donné envie d'en créer un? Est-ce que c'est une idée que tu avais déjà? Alors, on a bien entendu tout à l'heure que tu nous expliquais que c'est Maxime Delaunay qui t'a embarqué dans ce projet, mais peut-être qu'il savait déjà que tu t'intéressais au festival, que tu es un festivalier qui les a déjà tous faits ou... Non, moi je ne suis pas un festivalier. Je suis allé à 2 festivals dans ma vie, Les Vieilles Charrues et Papillon de Nuit. C'est à peu près tout. Donc je ne suis pas du tout un festivalier. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Je ne m'étais jamais présenté les choses comme ça. Non, mais pourquoi je l'ai fait? Évidemment, faire ce documentaire m'a donné envie, m'a fait sauter le pas, en fait. Bon, moi, je suis quand même d'une nature où je sais pas, j'ai envie de partager quand même les choses, rencontrer des gens, les faire se rencontrer. Maxime a créé son festival dans sa ville natale, 40 ans, un festival qui s'appelle Les Égaluantes, un festival de cinéma, donc un festival qui lui ressemble. Et évidemment que ça m'a inspiré, que ça m'inspire ce genre de choses. Je ne m'estime pas plus bête que lui et j'admire aussi ce qu'il fait pour sa... Surtout, j'admire ce qu'il fait pour sa ville, qui est une ville un peu plus grande quand même. Et voilà, moi, ça m'a fait sauter le pas. Je me suis dit, voilà, là, je vis à Paris, entre Paris et la Sarthe, mais là, je fais construire dans un petit village de 600 habitants, dans la Sarthe, à Fercé-sur-Sarthe. Et voilà, j'ai sauté le pas en février dernier. Je me suis dit, bon, ben voilà, on va créer une asso et on va créer un festival. J'ai appelé Maxime, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Il m'a dit, surtout créer un festival qui te ressemble, enfin, qui reflète ce que tu as envie de faire. Voilà, j'ai réfléchi et j'ai créé, ça sera un festival autour des pluridisciplinaires, un petit peu à l'image de ce que moi je connais et de ce dont je vous parlais tout au début, entre l'image, les mots et la musique. Donc, ça sera un festival entre l'image, les mots et la musique. Ça s'appellera les Champs Magnétiques. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner sur Instagram. J'ai créé la page il y a quelques jours pour vous, avec mon responsable communication bénévole, Paul. Et ça s'appelle Festival Champs Magnétiques, la page. Voilà, les Champs Magnétiques, tout à fait. Voilà, les champs magnétiques. Et vous voyez, en fait, les champs magnétiques, ce nom, c'est Papillon de Nuit, en fait. C'est ce champ qui attire
la culture, qui attire la foule. Et c'est aussi les champs magnétiques des rencontres opposées, des rencontres impromptues, des rencontres inattendues. Ok, je vais inviter Cindy Sanders. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une fixette sur Cindy Sanders. En plus de Johnny Cash, en plus de Johnny Cash, de Lulu Gainsbourg, de Petula Clark et oui, voilà. je crois bien que tu as composé pour elle, non? Alors, pour qui? Pour Petula Clark? Ouais, pour Lulu Gainsbourg en tout cas. Ah non, mais ouais, voilà. Alors après, voilà, tu sais, Marc, c'est le name dropping, ça. C'est le name dropping, c'est la fable. Bon, Lulu Gainsbourg, en fait, j'ai juste adapté Bonnie and Clyde en anglais. Alors, c'est déjà. En fait, Maxime, il m'a dit un jour, il m'appelle et il me dit Lulu Gainsbourg, donc le fils de Serge Gainsbourg, fait un album hommage à son père. Dedans, il y aura Bonnie and Clyde. Il veut faire un duo avec Scarlett Johansson. Et Scarlett Johansson veut chanter Bonnie and Clyde en anglais. Donc, il faut une adaptation. Donc, vas-y, essaye un truc. Il y a une chance sur 100 que ça passe, mais essaye un truc. Donc, dans la nuit, j'ai écrit une adaptation de Bonnie and Clyde et c'est passé. Donc, mais je n'ai même pas rencontré Scarlett Johansson qui l'a enregistré à New York. Mais bon, je raconte à tout le monde que je l'ai rencontré, bien sûr, évidemment. Mais non, je plaisante, hein, je ne mens jamais. Hein. Donc voilà, j'ai pas composé, tu vois, j'ai écrit, j'ai adapté. Petula Clark, j'ai écrit une chanson pour elle. Parfois, j'ai composé de la musique aussi, mais pas pour Petula ni pour Scarlett Johansson. J'aurais bien aimé. C'est amusant, Tom, comme tu minimises ce que tu fais. J'ai pas lu encore ton roman, mais je l'ai commandé. Je l'ai commandé à la librairie de Pont-l'Évêque, la toute petite ville, le quasi-village à côté duquel je vis une grande partie du confinement. Mais j'ai déjà lu plein de critiques et j'ai lu plein de critiques fantastiques de ce livre. Et puis ce livre, il a été publié chez Jean-Claude Lattès, donc tu as l'air de dire que tout se fait simplement. C'est si simple que ça? Non. Où il y a beaucoup de travail et beaucoup de talent? Non, mais c'est très dur. Les choses se font, ce que je veux dire par là, c'est que les choses se font toujours avec une raison. Enfin, je n'avais pas parlé comme Jean-Claude Van Damme, mais il y a toujours une raison. En fait, quand tu analyses l'enchaînement des choses, finalement, tout est toujours, même s'il y a des hasards, tout est toujours assez logique. C'est ça que je veux dire quand c'est simple. Mais évidemment, créer quelque chose, écrire un roman, c'est sûrement une des choses, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 3 ans. J'ai créé énormément de versions, etc. Donc non, les choses sont dures. Les choses sont difficiles en tout cas, il faut travailler énormément. Moi, c'est mon expérience. Mais non, vraiment, je m'arrache les cheveux, je fais des cheveux blancs. Le documentaire, c'était très dur. Je faisais des tableaux dans tous les sens, des tableaux Excel pour référencer mes plans, voilà, je suis un besogneux. Je suis vraiment un besogneux et les choses sont compliquées et me prennent du temps. Et c'est sans doute aussi pour ça que finalement, quand je fais la somme de tout ce que j'ai fait, il n'y a pas tant de choses que ça, hein, vraiment. Et c'est vraiment pas de la fausse modestie. J'ai fait un roman, un documentaire, j'ai écrit 2-3 chansons. Le roman a été adapté en BD, mais bon, j'avais fait le gros du boulot, on va dire, pour adapter ce roman en BD. Là, pour le coup, c'est la dessinatrice Marie Duvoisin qui s'est coltinée 3 ans de dessin. Elle y est toujours, hein, depuis 2018. Elle travaille sur le tome 2, là. Donc, évidemment, les choses sont difficiles. Parfois, il y a des choses simples, il y a des heureux hasards. Une chanson qui te tombe comme ça un petit peu plus facilement qu'une autre, ou un chapitre de ton roman qui te tombe plus facilement qu'un autre. Mais l'ensemble reste un travail de longue haleine, hein. Ça, là-dessus, je suis sans
sans équivoque. Je raconte au passage une anecdote aux lauréates et aux lauréats. La première fois que j'ai appelé Tom, il y a eu un quiproquo entre nous. Il a cru que je lui proposais de faire la projection le jeudi suivant. Et il m'a dit non, non, on ne peut pas commencer la projection si tard. Il faut absolument arrêter le débat très tôt parce que le vendredi, je me lève à 5 heures. Et je me lève à 5 heures pour aller faire des formations, et c'est fatigant, c'est épuisant, etc. Et donc, je rapporte ça, Tom, et tu me pardonneras pour dire que, alors, encore une fois, tu minimises ton travail de création, mais ce travail de création dont tu dis que tu es besogneux et dont on sait, et on a tous compris que tu es au moins aussi talentueux, bah, tu l'assois aussi sur d'autres activités professionnelles et que ta liberté de création, elle a aussi ce coût-là. Et je pense que c'est important de le dire aux lauréates et aux lauréats, et parmi lesquels il y a des jeunes qui ont envie de créer, qui ont envie de se lancer dans des trajectoires de création artistique, et bah, que souvent ça demande de l'abnégation, des efforts, des boulots alimentaires, des choses... voilà, et parfois de se lever à 5 heures du matin. Oui, c'est vrai. Alors après, pareil, je vais nuancer parce que c'est pas un boulot alimentaire. Enfin, moi, je suis formateur, je forme des gens en entreprise, je les forme aux écrits, voilà, aux écrits professionnels, l'orthographe, la synthèse, la communication écrite professionnelle, voilà. Mais alors évidemment, c'est moins sexy qu'écrire un roman et tout, mais finalement, je me rends compte petit à petit que c'est hyper gratifiant en fait. Je forme des gens, des salariés, et je leur apporte vraiment quelque chose. Je leur apporte vraiment quelque chose. Je leur réapprends des bases, je leur donne des outils, des manières de mieux s'exprimer, de mieux écrire un mail. Et ensuite, bah, quand tu sais mieux écrire un mail ou quand tu sais mieux vendre une idée, et bah, tu vas te développer dans ton entreprise. Tu ne vas plus du tout avoir la même trajectoire. Donc, j'ai des gens qui reviennent vers moi en me disant bah, merci, etc. Et donc, en fait, oui, voilà, je suis formateur à côté de tout ça. Et en fait, ça m'apporte énormément. Et pas que de l'argent. Ça m'apporte... je suis très fier de faire ce métier. Et c'est aussi une donnée que j'ai essayé d'insuffler, d'intégrer dans les champs magnétiques. Ce côté transmission, faire des ateliers, ce côté pédagogie, en fait. Ce côté transmettre aux gens quelque chose. Il y a une question de Stanislas qui m'était adressée et à laquelle je peux répondre très très simplement. Et je pense que ma réponse, elle va très au-delà de l'Institut de l'engagement. Comment on devient bénévole à l'Institut de l'engagement, me demande Stanislas. Ben, en fait, il suffit de devenir bénévole à l'Institut de l'engagement. Et le plus souvent, devenir bénévole, c'est super facile. C'est super facile, mais ça demande une implication et de la volonté. En fait, pour n'importe quelle structure associative, c'est souvent compliqué de s'occuper des bénévoles. On est souvent tous le nez dans le guidon, on est pris dans nos préoccupations, nos objectifs, etc. Et difficile de prendre le temps d'écouter ce qu'un bénévole souhaite, ce qu'il peut apporter, quelles sont les compétences, les ressources qu'il peut ajouter à un projet. Et donc, si je le mets à l'envers, pour devenir bénévole n'importe où, y compris à l'Institut de l'engagement, bah, le mieux, c'est de mettre le pied dans la porte et de trouver quelqu'une à qui parler et avec qui on va prendre le temps de voir de quoi est-ce que vous avez besoin et quelles sont les compétences et les talents, les ressources, les réseaux que je peux avoir et que je peux mobiliser au service de ces besoins. Et la meilleure façon de devenir bénévole, c'est l'envie, la motivation et c'est surtout l'adhésion à une cause et à un projet. Et donc, pour devenir bénévole à l'Institut de l'engagement, il suffit de demander. Je mets le pied dans la porte.
Je crois que Tom cherche aussi des bénévoles pour les champs magnétiques. C'est gentil de me faire ma pub comme ça. Bah ouais. Les champs magnétiques, c'est quand? Alors, c'est le 27, ce sera les 27, 28, 29 mai 2022. Voilà, ça sera sur 3 jours. Et voilà, il y aura des concerts, des auteurs qui viendront, des rencontres entre musiciens aussi, qui font des collaborations, l'implication de l'école du village et d'autres associations, sans doute l'école de musique d'une commune d'à côté, des graffeurs qui viendront faire des fresques, des expos de peintres, notamment un peintre hyper réaliste qui s'appelle Bernie Prieux, qui est un peintre. Allez voir ce que c'est que l'hyper-réalisme, c'est quand même assez surprenant. Ce sont des peintres qui en fait, font des sortes d'agrandissements. Voilà, ils vont s'amuser à peindre une fraise dans un verre, de sorte à ce qu'on croit que c'est une photo, quoi. Que c'est un gros plan. Donc ça s'appelle l'hyper-réalisme. Moi, j'ai toujours flashé là-dessus. Donc voilà, en fait, je pars aussi de... Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui a été formateur aussi, qui a 70 ans aujourd'hui, et qui a fait ça toute sa vie, qui a peint toute sa vie, qui vend des toiles et tout. Enfin, donc voilà, il y aura vraiment de l'image, de la musique et des mots. Donc on a la date, il nous manque le lieu. À Fercé-sur-Sarthe. Fercé-sur-Sarthe. Mais alors, le mieux, c'est vraiment, pour le moment, le festival est en préparation, c'est dans 1 an. Vous voyez, je me suis pris un peu tôt, je suis un peu un flippé du temps, donc je commençais ça 1 an et demi à l'avance. Mais le mieux, c'est vraiment, voilà, on vient de créer un groupe Facebook qui s'appelle Les Champs Magnétiques. Il y a cette page sur Instagram, et puis petit à petit, voilà. Puis après, vous pouvez évidemment me joindre si vous avez des gens intéressés, des gens que ça intéresse, des choses à me soumettre, des idées aussi à soumettre. Si vous voulez faire partie de l'aventure aussi, évidemment. Si vous connaissez des gens dans la Sarthe que ça botterait, évidemment. Tom, un immense merci de ces invitations à idées, à propositions, à participation. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec nous. Tu me disais tout à l'heure, et tu nous disais à Mélissa, Mathieu et moi tout à l'heure, que tu avais pris plaisir à revoir ton film que tu n'avais pas vu depuis un certain temps. Moi, j'ai passé une très bonne soirée et un très grand merci à toi, et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut de l'engagement, des lauréates et des lauréats. Et je vous souhaite à toutes et tous, et particulièrement à toi, Tom, une bonne soirée et puis une pleine réussite pour ce nouveau projet que tu prépares et qu'on va suivre de près. Alors oui, je te remercie vraiment. Je remercie toi, Mélissa, tout le monde. C'est une grande goujaterie de ma part de ne pas t'avoir envoyé. J'ai pas de suite dans les idées forcément tout le temps, mais de ne pas t'avoir envoyé le roman et 2 la BD. Mais je vais le faire. Là, dans les jours Tom, qui viennent. moi, je les ai commandés, donc ne me les envoie pas. Et merci beaucoup. Et il n'y a pas de goujaterie. Donc, tout va bien. Ça peut en mettre un, tu vois, pour l'Institut, tu vois, le mettre à disposition de tes lauréates et lauréats. Ça me fera plaisir. Voilà. Ben, avec grand plaisir. Deal. Ben voilà, on est tombé sur un accord au moins. Merci Tom et bonne soirée. Merci à vous. Carrément, la chaîne YouTube de l'Institut de l'engagement. Et ouais, et la conf sera en replay, pas le film, sauf si les droits sont complètement disponibles, auquel cas on pourra le proposer en replay aussi, mais la partie échange sera proposée sur la chaîne YouTube. Ok. Bonne soirée.
Super, merci beaucoup. Hein. À bientôt. Bonne soirée. Merci.